Je m'appelle Amélie, j'ai 35 ans. Et je n'aurais jamais imaginé que ma belle-mère Éléonore briserait le cœur de ma fille Zoé de manière si totale. Quand Éléonore a emménagé dans notre maison à Bordeaux il y a 2 ans, j'ai essayé de l'accueillir à bras ouverts, malgré ses pics subtils. Mais lors de la fête commune pour le 13e anniversaire de Zoé et de ses cousins, Éléonore a révélé ses vrais sentiments, avec une seule phrase dévastatrice qui a laissé ma fille en larmes. Une phrase qui m'a enfin poussé à prendre la décision la plus difficile pour le bien-être de notre famille. Avant de continuer cette histoire, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et abonnez-vous si vous voulez entendre plus d'histoires sur la défense de sa famille. Mon mari, Jacques, et moi sommes mariés depuis 15 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'université, nous sommes tombés amoureux rapidement et nous avons construit notre vie ensemble à Bordeaux, en France. Jacques a 37 ans. Il est un professeur de sciences au lycée dévoué qui passe des heures supplémentaires à aider les élèves en difficulté avec des concepts complexes. Il est patient, gentil et habituellement le médiateur dans tout conflit. Notre fille Zoé a 13 ans, une âme créative qui se perd dans ses carnets de croquis et écrit des histoires qui me font monter les larmes aux yeux de fierté. Ses professeurs louent constamment son imagination et ses talents artistiques. Zoé a toujours été sensible, prenant les critiques à cœur, mais elle possède aussi une force tranquille qui me rappelle moi-même à son âge. Jacques a grandi comme enfant unique jusqu'à ce que son père se remarie quand Jacques avait 12 ans. Ce mariage a apporté un demi-frère, Thomas, dans le tableau. Bien qu'ils aient grandi dans des foyers séparés, Jacques et Thomas ont maintenu une relation décente au fil des ans. Thomas est maintenant marié à Héloïse, et ils ont des jumeaux de 14 ans, Lucas et Ava. Les jumeaux fréquentent une école privée de l'autre côté de la ville et participent à de nombreuses activités extrascolaires que Thomas et Héloïse partagent fièrement sur les réseaux sociaux. Éléonore, ma belle-mère, est devenue veuve il y a 3 ans quand le père de Jacques est décédé d'une crise cardiaque. Après avoir vendu sa maison pour rembourser des dettes médicales, elle a prétendu avoir des difficultés financières et besoin d'un endroit où séjourner. Jacques a immédiatement offert notre maison, et bien que j'ai eu des réserves, j'ai accepté. La famille aide la famille, n'est-ce pas? Nous avons rénové la chambre d'amis avec une peinture fraîche, de nouveaux rideaux et des meubles confortables pour qu'Éléonore se sente bienvenue. Nous avons ajusté nos routines, nos menus de dîner et même nos plans de week-end pour l'accommoder. Notre maison est une modeste maison de banlieue à 2 étages, avec 4 chambres, un jardin spacieux et un garage converti qui sert de bureau pour moi. Je travaille comme graphiste freelance à temps partiel, prenant des projets qui me permettent d'être à la maison quand Zoé rentre de l'école. Ce n'est pas un manoir, mais nous l'avons rendu confortable et rempli d'amour. Les premiers signes d'avertissement du favoritisme d'Éléonore sont apparus dans les mois suivant son arrivée. Quand Thomas amenait les jumeaux pour les dîners du dimanche, Éléonore gardait des friandises spéciales pour Lucas et Ava, mais oubliait commodément d'inclure Zoé. Elle se rappelait chaque détail des événements scolaires des jumeaux, mais prétendait oublier quand Zoé mentionnait son exposition d'art à venir ou son concours d'écriture. C'était de petites choses, faciles à ignorer, mais elles formaient un pattern de plus en plus difficile à négliger. Zoé essayait si fort de se connecter avec sa grand-mère. Elle lui apportait ses œuvres d'art pour les montrer, espérant des louanges ou simplement une reconnaissance. « Grand-mère, regarde ce que j'ai peint en cours d'art aujourd'hui », disait-elle, tendant un paysage à l'aquarelle qui montrait un talent remarquable pour son âge. Éléonore levait les yeux de son téléphone, murmurait quelque chose comme « C'est joli ma chère » et retournait à son défilement. Mais quand Lucas lui montrait son projet scientifique ou qu'Ava mentionnait son récital de danse, le visage d'Éléonore s'illuminait d'un intérêt sincère. « Raconte-moi tout », disait-elle, leur accordant toute son attention. J'ai essayé d'aborder le sujet subtilement avec Jacques plusieurs fois. « As-tu remarqué comment ta mère traite les enfants différemment ?» demandai-je, après qu'Éléonore se soit retirée dans sa chambre pour la soirée. Jacques soupirait et passait la main dans ses cheveux. « Maman s'ajuste encore à vivre avec nous. Elle s'améliorera éventuellement, disait-il. Ou tu lis trop dans les choses. Maman se connecte plus facilement avec les jumeaux parce qu'ils sont dans les sports comme l'était papa. Je laissais tomber,
ne voulant pas créer de tension. Mais le nœud dans mon estomac se resserrait à chaque dismissal. Financièrement, nous étions à l'aise, mais prudents avec notre argent. Le salaire d'enseignant de Jacques et mon travail freelance fournissaient assez pour nos besoins, mais après avoir aidé Éléonore à emménager et couvert certaines de ses dépenses continues, nos économies avaient pris un coup. Nous ne luttions pas, mais les achats extravagants nécessitaient planification et budget. Éléonore contribuait minimalement aux dépenses du ménage, prétendant que ses allocations de sécurité sociale couvraient à peine ses besoins personnels et médicaments. Nous n'avons jamais demandé à voir ses relevés financiers, prenant sa parole par respect. Thomas et Héloïse, en revanche, travaillaient tous deux dans des postes bien rémunérés en entreprise. Ils vivaient dans un quartier exclusif, prenaient des vacances de luxe et n'hésitaient rarement à acheter les derniers gadgets ou vêtements de marque pour les jumeaux. Je ne leur ai jamais envié leur succès, mais je remarquais parfois Éléonore faire des comparaisons qui laissaient Zoé se sentir inadéquate. « Lucas et Ava vont en Amérique cet été », annonçait-elle au dîner. « N'est-ce pas merveilleux que Thomas puisse offrir de telles expériences culturelles à ses enfants ?» L'implication que nous échouions d'une manière ou d'une autre avec Zoé en ne matching pas ses opportunités planait dans l'air, non dites mais palpables. Malgré ces courants sous-jacents de tension, nous maintenions des réunions de famille régulières, des dîners mensuels, des célébrations de fêtes et des visites de week-end décontractées, gardaient la famille étendue connectée. Thomas et Héloïse étaient assez agréables, bien que quelque peu préoccupés par leurs propres accomplissements. Et les jumeaux étaient des adolescents typiques absorbés par leur téléphone et drames d'amis. Zoé se sentait souvent éclipsée dans ces gatherings, mais trouvait des coins tranquilles pour croquer ou lire, essayant occasionnellement d'engager ses cousins dans la conversation avec un succès mitigé. Comme le séjour d'Éléonore s'étendait de mois en année, la dynamique est devenue notre nouvelle normale. J'ai appris à protéger Zoé des comparaisons les plus blessantes. Jacques continuait à faire des excuses pour le comportement de sa mère, et Éléonore s'installait confortablement dans son rôle de matriarche qui dictait subtilement la température émotionnelle de notre maison. L'équilibre délicat que nous maintenions était précaire, mais je croyais que nous pouvions le gérer. Pour Jacques, et par respect pour les liens familiaux. Je n'avais aucune idée qu'une seule célébration d'anniversaire briserait cet équilibre complètement et nous forcerait tous à confronter la vérité que nous avions évitée. Par coïncidence, Zoé et les jumeaux avaient tous des anniversaires dans le même mois. Celui de Zoé tombait le 10, celui de Lucas et Ava le 25. Pendant des années, nous avions célébré séparément, mais cette année, avec les 3 enfants tournant 13 ans, Éléonore a suggéré une fête commune. Ce serait tellement plus efficace, a-t-elle dit un soir en débarrassant la table du dîner. Et les enfants entrent dans leurs années d'adolescence. Ça devrait être spécial. Jacques pensait que c'était une excellente idée et même moi je devais admettre les bénéfices pratiques. Un lieu, une commande de gâteaux, un ensemble de décorations et tout le monde dans la famille pouvait assister sans jongler plusieurs week-ends. J'ai pris charge de la planification, réservant la salle des fêtes près de notre maison pour le samedi entre les dates réelles. J'ai commandé un gâteau personnalisé à 3 étages avec des saveurs différentes pour convenir aux préférences de chaque enfant. Chocolat pour Zoé, vanille pour Lucas et velours rouge pour Ava. J'ai conçu et envoyé des invitations numériques à la famille, amis et camarades de classe. J'ai même créé un document en ligne partagé où nous pouvions tous contribuer des idées pour les activités et la nourriture. Thomas et Héloïse ont accepté de s'occuper des boissons et de la photographie, tandis que Jacques s'est porté volontaire pour gérer les jeux et la musique. Zoé était particulièrement excitée de devenir enfin une vraie adolescente. Elle attendait ce milestone depuis des mois. « Maman, quand j'aurai 13 ans, est-ce que je peux redécorer ma chambre ? Plus rien d'enfantin », a-t-elle demandé un matin en se préparant pour l'école. J'ai accepté, et nous avons passé des soirées à regarder des échantillons de peinture et à naviguer en ligne pour des meubles abordables qui transformeraient son espace d'enfant en ado. Elle avait aussi mentionné avoir besoin d'un nouveau téléphone car l'ancien fonctionnait à peine avec un écran fissuré et une batterie qui mourait à l'heure du déjeuner.
Ce n'était pas une demande frivole, mais quelque chose dont elle avait vraiment besoin pour les projets scolaires et rester connectée avec les amis. 2 semaines avant la fête, j'ai emmené Éléonore faire des achats pour les décorations. Nous comparions les prix des guirlandes et ballons quand elle a soudain regardé sa montre et dit « Je dois faire une course rapide. Je te rejoins à l'espace restauration dans 1 heure. » Je n'y ai rien pensé jusqu'à plus tard cet après-midi quand je l'ai entendue au téléphone avec Thomas. « Oui, je les ai pris tous les deux. Le modèle le plus récent, comme nous en avions discuté. Ils vont être si surpris, » a-t-elle dit d'un ton étouffé qui a immédiatement piqué ma curiosité. Quand elle m'a remarqué dans l'encadrement de la porte, elle a vite terminé l'appel. Juste en train de finaliser des détails d'anniversaire avec Thomas, a-t-elle expliqué avec un geste dismissif. Ce soir-là, pendant notre dîner familial, Zoé a partagé sa liste de souhaits d'anniversaire. J'aimerais vraiment de nouvelles fournitures d'art, surtout ces crayons de couleur professionnels que nous avons vus au magasin d'art, et peut-être des livres. Et, a-t-elle hésité avant d'ajouter, je sais que c'est cher, mais mon téléphone est vraiment en train de mourir. Même un basique neuf serait génial. Elle a regardé autour de la table avec espoir, surtout vers sa grand-mère. Éléonore a à peine levé les yeux de son assiette. « Des fournitures d'art. Comme c'est joli », a-t-elle dit platement. Mais minutes plus tard, quand Jacques a mentionné l'anniversaire à venir des jumeaux, elle s'est animée immédiatement. Qu'espèrent Lucas et Ava cette année? Sont-ils encore dans ces jeux vidéo? Ou peut-être quelque chose de plus adulte maintenant qu'ils tournent 13 ans? L'enthousiasme dans sa voix était indéniable, et j'ai vu le visage de Zoé s'assombrir légèrement avant qu'elle masque sa déception. Jacques avait travaillé des sessions supplémentaires de cours d'été spécifiquement pour offrir de bons cadeaux à Zoé. « Je veux lui offrir ce téléphone », m'a-t-il dit tard une nuit après que Zoé soit allée au lit. Elle le mérite, et elle en a vraiment besoin pour l'école. J'étais d'accord, bien que je m'inquiète de la dépense. Nous avions mis de côté un peu chaque mois, et avec l'argent des cours d'été, nous pouvions y arriver, bien que ce soit juste. Autour de cette période, j'ai pris un café avec mon amie Rachel, qui a écouté patiemment pendant que je me défoulais sur la situation avec Éléonore. C'est comme si elle ne voyait pas du tout Zoé, ai-je confié. Ou pire, elle la voit, mais a décidé qu'elle est d'une manière ou d'une autre moins digne d'attention que les jumeaux. Rachel, qui avait traversé des problèmes similaires avec ses propres beaux-parents, a suggéré que je commence à documenter le comportement. Pas pour créer du drama, a-t-elle clarifié, mais pour avoir des exemples concrets quand tu parles à Jacques. Parfois, les gens ne voient pas les patterns jusqu'à ce que tu les exposes clairement. Le week-end avant la fête, Zoé et moi avons passé une matinée à cuire des biscuits pour sa classe. Pendant que nous mélangions les ingrédients, elle m'a confié « Penses-tu que grand-mère aimera la carte de remerciement que je lui ai faite ?» J'ai passé du temps extra sur les détails. Le regard plein d'espoir dans ses yeux m'a brisé le cœur. Malgré des années de rejet subtil, elle essayait encore de gagner l'approbation d'Éléonore. « C'est beau, chérie. » N'importe qui serait chanceux de recevoir une carte si attentionnée, ai-je dit, évitant soigneusement une promesse directe sur la réaction d'Éléonore. Pendant ce temps, Éléonore était devenue de plus en plus secrète, recevant des colis qu'elle emportait vite dans sa chambre. Quand on la questionnait, elle disait qu'ils étaient des items personnels ou juste des choses que Thomas lui avait demandé de garder. Elle commençait à prendre des appels privés dans sa chambre ou dehors sur la terrasse, les terminant toujours abruptement si quelqu'un approchait. Son comportement me paraissait étrange, mais avec la planification de la fête consommant la plupart de mon attention, je n'ai pas insisté. Au dîner la veille de la fête, Éléonore a dominé la conversation avec des histoires sur les jumeaux. Lucas a intégré l'équipe de football junior en première année. Pouvez-vous le croire? Et le professeur de danse Deva dit qu'elle pourrait auditionner pour ce programme d'été prestigieux à Paris. Elle continuait sans fin, reconnaissant à peine la mention tranquille de Zoé de son propre accomplissement récent. Être sélectionnée pour exposer une œuvre d'art dans le hall de l'école. J'ai remarqué Zoé pousser la nourriture dans son assiette, son appétit diminuait, mais quand j'ai croisé son regard, elle a forcé un sourire.
Je voulais rediriger la conversation pour créer de l'espace pour Zoé afin qu'elle partage ses nouvelles. Mais Éléonore écrasait chaque tentative. La veille, la fête était un tourbillon d'activités. Jacques et moi avons pris l'après-midi libre pour décorer la salle des fêtes. Zoé est venue directement de l'école pour aider, arrangeant soigneusement l'affichage de photos que j'avais créé, montrant les 3 enfants grandissant au fil des ans. Éléonore est arrivée tard, portant plusieurs sacs de shopping qu'elle a déposés dans une pièce arrière sans explication. Juste des surprises de dernière minute, a-t-elle dit quand j'ai demandé. Thomas et Héloïse sont passés brièvement pour vérifier l'installation, les jumeaux traînant derrière, les yeux collés à leur téléphone. Sauf quand Éléonore les a appelés pour des étreintes et des exclamations sur combien ils avaient grandi. Comme nous rentrions chez nous ce soir-là, épuisés mais satisfaits de nos préparations, Zoé regardait par la fenêtre avec une expression rêveuse. « Demain va être le meilleur jour jamais », a-t-elle dit, avec une attente si innocente que j'ai tendu la main et serré la sienne. Si seulement j'avais su ce qu'Éléonore avait prévu, peut-être aurais-je pu préparer Zoé ou empêcher le chagrin qui venait. Mais à ce moment, je partageais l'optimisme de ma fille et attendais avec impatience de célébrer ce milestone avec la famille et les amis qui l'aimaient. Le matin de la fête s'est levé clair et lumineux, un samedi de septembre parfait. Zoé était levée tôt, trop excitée pour dormir. Elle avait soigneusement sélectionné sa tenue la veille, une nouvelle robe turquoise qui faisait ressortir le bleu de ses yeux, des Converse argentés et le collier cœur en argent que Jacques et moi lui avions donné pour son anniversaire réel plus tôt dans la semaine. Elle a passé du temps extra sur ses cheveux, essayant un nouveau style de tresse appris d'un tutoriel vidéo. « Comment je suis, maman ?» a-t-elle demandé, tournoyant devant moi. « Absolument belle », ai-je répondu sincèrement. « Tout à fait l'adolescente maintenant. » Nous sommes arrivés à la salle des fêtes 1 heure avant l'arrivée des invités. Jacques a immédiatement commencé à installer le système sonore, tandis que Zoé et moi mettions les touches finales aux décorations. Nous avions transformé la pièce banale en un espace festif avec des ballons bleus, violets et argentés, des guirlandes lumineuses, scintillantes, et 3 grands panneaux d'affichage montrant des photos de chaque enfant d'anniversaire. Une longue table tenait les cadeaux emballés de notre famille immédiate en attente de la cérémonie d'ouverture plus tard. Thomas et Héloïse sont arrivés avec les jumeaux précisément à 14 heures. Lucas et Ava étaient vêtus de tenues coordonnées que je soupçonnais coûter plus que tout notre budget de fête. Éléonore s'est affairée autour d'eux immédiatement, redressant le col de Lucas et complimentant les chaussures de marque d'Ava. Zoé s'est approchée avec un sourire timide, espérant clairement une attention similaire, mais Éléonore a seulement hoché la tête dans sa direction avant de se tourner vers les jumeaux. J'ai vu la blessure traverser le visage de Zoé avant qu'elle se compose et aille saluer ses cousins. Bientôt, la salle des fêtes était remplie de rires et conversations d'adolescents. Nous avions invité des camarades de classe des 3 enfants, des voisins et membres de la famille étendue, totalisant environ 40 personnes. Les activités planifiées par Jacques étaient un succès. Une cabine photo avec des accessoires drôles, un poste de karaoké et plusieurs zones de jeu où les ados se regroupaient en groupes changeants. Zoé papillonnait entre les groupes d'amis, sa nervosité initiale cédant à un plaisir sincère. J'ai croisé le regard de Jacques à travers la pièce et nous avons partagé un sourire de soulagement. Malgré la tension sous-jacente avec Éléonore, la fête se passait bien. La table de nourriture offrait une variété d'options adaptées aux ados. Mini-burgers, un bar à nachos personnalisé, des brochettes de fruits et un assortiment de desserts à doigts en plus du gâteau. Éléonore avait insisté pour apporter ses œufs farcis célèbres, bien que je sache qu'aucun des enfants ne les toucherait. Effectivement, les œufs restaient intacts, tandis que les autres aliments disparaissaient rapidement. À 16h30, c'était l'heure de la cérémonie du gâteau. La création à 3 étages a été roulée avec 13 bougies sur chaque niveau, brillant chaleureusement. La foule s'est rassemblée autour, téléphone levé pour capturer le moment. Zoé, Lucas et Ava se tenaient côte à côte derrière le gâteau. Zoé au milieu puisque c'était sa date d'anniversaire la plus proche de la fête. « Fais un vœu !» ai-je encouragé pendant que tout le monde finissait de chanter.
Les trois ados ont échangé des regards, pris de profondes respirations et soufflé leurs bougies à l'unisson. Des applaudissements et acclamations ont éclaté tandis que Jacques commençait à couper et distribuer des parts de gâteau. Après le gâteau est venu le moment attendu par beaucoup, l'ouverture des cadeaux. Nous avions installé 3 chaises à l'avant de la pièce et les ados ont pris place tandis que les invités se rassemblaient autour. Ils ont commencé avec les cadeaux des amis et familles étendues, ouvrant à tour de rôle des paquets contenant des livres, cartes cadeaux, vêtements et babioles. Zoé a reçu un beau carnet de croquis de sa meilleure amie Lily, des fournitures d'art de plusieurs camarades et des livres de nos voisins. Elle a remercié chaque donneur avec une gratitude sincère, sa pile de cadeaux déballés grandissant régulièrement à côté d'elle. Quand la plupart des présents avaient été ouverts, Éléonore s'est soudain levée et a éclairci sa gorge. « J'ai quelque chose de spécial pour les enfants d'anniversaire », a-t-elle annoncé haut et fort, attirant toute l'attention sur elle. Elle a disparu dans la pièce arrière et est revenue portant 2 boîtes emballées identiquement avec des nœuds d'or élaborés. Les boîtes étaient de la taille parfaite pour des téléphones et mon estomac s'est serré d'appréhension. « Pour mes chers petits-enfants, en ce jour spécial », a proclamé Éléonore, tendant les paquets à Lucas et Ava avec flourish. Les jumeaux ont déchiré le papier emballage avec eagerness et des halètements identiques leur ont échappé tandis qu'ils révélaient des iPhone 16 Pro Max flambant neufs, le modèle le plus récent sorti juste des semaines plus tôt. Ce n'étaient pas des téléphones basiques, mais la version haut de gamme avec la plus grande capacité de stockage, coûtant facilement plus de 1 000 € chacun. « Grand-mère, pas possible !» s'est exclamé Lucas, sautant pour étreindre Éléonore. « C'est incroyable, merci tellement !» a couiné Ava, embrassant aussi sa grand-mère. Éléonore rayonnait de plaisir à leur réaction, acceptant leur merci avec une fierté évidente. « Seulement le meilleur pour mes petits-enfants !» a-t-elle dit assez fort pour que tout le monde entende. La pièce était devenue plus silencieuse tandis que les gens réalisaient l'extravagance des cadeaux. Tous les yeux se sont tournés vers Zoé, qui était assise très immobile sur sa chaise, mains pliées sur ses genoux. Son expression tenait une attente confuse, tandis qu'elle attendait que sa grand-mère produise un 3e paquet. Après tout, il y avait 3 célébrants d'anniversaire. « Grand-mère !» a enfin dit Zoé, sa voix petite mais portant dans la pièce huchée. « As-tu quelque chose pour moi aussi ?» Éléonore s'est tournée vers Zoé et le regard sur son visage a fait geler mon sang. Ce n'était pas apologétique ou embarrassé. C'était dismissif, presque agacé d'être questionnée. « C'est tout ce que j'ai », a-t-elle dit platement. « Je n'ai acheté des cadeaux que pour mes vrais petits-enfants. » Le silence qui a suivi était absolu. 40 personnes retenaient collectivement leur souffle, incapables de croire ce qu'elles venaient d'entendre. Le visage de Zoé s'est froissé en confusion. « Que veux-tu dire ?» a-t-elle demandé, sa voix tremblante. Éléonore a haussé les épaules, le geste casual et cruel. « Tu n'es pas vraiment partie de la famille, ma chère. Pas par le sang, en tout cas. » Il m'a fallu un moment pour processer ces mots. « Pas par le sang. » L'implication m'a frappé comme un coup physique. Éléonore se référait au fait que Zoé était adoptée, quelque chose que nous n'avions jamais caché, mais aussi jamais traité comme la rendant moins notre fille. Nous l'avions adoptée comme nourrisson après des années de lutte contre la fertilité. Et elle avait été notre enfant bien-aimé dès le moment où elle avait été placée dans nos bras. Le fait qu'Éléonore utilise cela pour exclure Zoé était au-delà de la compréhension. Des larmes ont monté aux yeux de Zoé et coulé sur ses joues. Elle s'est levée si vite que sa chaise a basculé en arrière, le crash surprenant dans le silence stupéfait. Puis elle a couru hors de la pièce, épaules secouées de sanglots. Je l'ai suivie immédiatement, m'arrêtant seulement assez longtemps pour lancer à Éléonore un regard qui promettait que ce n'était pas fini. Je l'ai trouvée dans les toilettes des femmes, recroquevillée dans le coin, genoux contre la poitrine. Son maquillage soigneusement appliqué était strié de larmes, sa joie antérieure complètement éteinte. « Oh, ma chérie !» ai-je dit, m'agenouillant à côté d'elle et la tirant dans mes bras. Elle s'est effondrée contre moi, son corps secoué de sanglots. « Pourquoi me déteste-t-elle, maman ?»
a-t-elle étouffé entre les respirations. Qu'ai-je jamais fait? Rien, bébé. Tu n'as rien fait de mal, l'ai-je assuré, caressant ses cheveux. C'est grand-mère qui a le problème, pas toi. Tu es notre fille de toutes les façons qui comptent. Après plusieurs minutes à la tenir pendant qu'elle pleurait, j'ai aidé Zoé à nettoyer son visage et à ranger ses cheveux. Nous pouvons partir tout de suite si tu veux, ai-je offert. Ou nous pouvons retourner là-bas et montrer à grand-mère que ces mots ne peuvent pas te blesser. C'était injuste de demander à une ado de 13 ans d'être si forte, mais je voulais lui donner le choix. Zoé a pris une profonde respiration tremblante. « Je veux rentrer à la maison », a-t-elle chuchoté. « Mais je devrais dire au revoir à mes amis d'abord. » Quand nous sommes revenus dans la pièce principale, l'atmosphère avait complètement changé. Jacques se tenait face à face avec sa mère, son visage rouge de colère. J'avais rarement vu mon mari vraiment en colère, mais il n'y avait pas de doute sur sa fureur maintenant. « Comment as-tu pu lui dire ça ?» exigeait-il. « Comment as-tu pu être si cruel envers un enfant, n'importe quel enfant, sans parler de ma fille ?» Éléonore se tenait les bras croisés, impénitente. « J'ai simplement dit la vérité, Jacques. La fille est adoptée, elle n'est pas une parente de sang. Lucas et Ava sont mes vrais petits-enfants. » Thomas et Héloïse planaient à proximité, clairement mal à l'aise. Les jumeaux montraient leurs nouveaux téléphones à des amis, soit inconscients, soit ignorant intentionnellement le drama qui se déroulait. La plupart des autres invités rassemblèrent leurs affaires, eager à échapper à l'attention. La fête était effectivement terminée. J'ai guidé Zoé autour du bord de la pièce, l'aidant à collecter ses cadeaux et dire des au revoir rapides à ses amis les plus proches. Lily, Dieu la bénisse, a donné à Zoé une étreinte féroce et chuchoté quelque chose qui a fait donner à Zoé un sourire larmoyant. D'autres amis ont exprimé leur soutien par des touches sur le bras ou des regards sympathiques. Le trajet de retour était rempli d'un silence tendu. Éléonore était venue avec nous à la fête, mais Thomas a offert de la ramener à notre maison plus tard, voulant clairement la retirer de la situation immédiate. Jacques a agrippé le volant tout le long, jetant occasionnellement des regards dans le rétroviseur à Zoé, qui regardait par la fenêtre, émotionnellement épuisée. Comme nous entrions dans notre allée, j'ai tendu la main et posé ma main sur le bras de Jacques. « Nous devons parler de ce qui se passe ensuite, » ai-je dit doucement. Il a hoché la tête, son expression sombre. Nous savions tous deux que tout avait changé et qu'il n'y avait pas de retour à prétendre que tout allait bien. Éléonore avait montré ses vraies couleurs de la manière la plus cruelle possible, et maintenant nous devions gérer les retombées. Ce soir-là, Zoé s'est retirée dans sa chambre immédiatement après notre arrivée à la maison, verrouillant la porte derrière elle. Malgré mes coups doux et offres de nourriture réconfortante, elle est restée séquestrée, textant seulement qu'elle voulait être seule. J'ai respecté son besoin d'espace tout en gardant une oreille pour des sons de détresse. Jacques et moi nous sommes retirés dans notre chambre pour une discussion animée sur sa mère. Je ne peux pas croire qu'elle dirait quelque chose d'aussi sans cœur, ai-je dit, arpentant le sol, tandis que Jacques s'asseyait au bord du lit, tête dans les mains. En fait, je peux le croire. Les signes étaient là tout du long, mais ça allait au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Elle vieillit, a dit Jacques faiblement. Peut-être qu'elle ne le pensait pas comme ça sonnait. J'ai arrêté d'arpenter et les regardé incrédule. « Es-tu sérieux là ? Je n'ai acheté des cadeaux que pour mes vrais petits-enfants. Tu n'es pas vraiment partie de la famille. Comment exactement ne le pensait-elle pas comme ça sonnait, Jacques ? S'il te plaît, éclaire-moi. » Il a soupiré profondément, épaules affaissées. « Je sais, c'était inexcusable. C'est ma mère, Amélie. Je ne l'ai jamais vue agir comme ça avant. » Vraiment jamais, l'ai-je challengé. Et Noël dernier, quand elle a donné aux jumeaux ses systèmes de jeux chers, et a donné à Zoé un journal à 5 € d'un magasin discount. Ou quand elle a conduit 2 heures pour regarder le tournoi de football de Lucas, mais prétendu être trop fatiguée pour assister à l'exposition d'art de Zoé, qui était à 10 minutes. Ou toutes les fois où elle a oublié les préférences alimentaires de Zoé, mais se rappelle les snacks favoris des jumeaux en détail. Ça arrive depuis des années, Jacques. La seule différence est qu'aujourd'hui, elle a dit la partie silencieuse à voix haute.
Jacques est resté silencieux un long moment, processant mes mots. Je suppose que je ne voulais pas le voir, a-t-il enfin admis. C'était plus facile de faire des excuses que d'admettre que ma mère pouvait être si préjudiciste. Vers 23 heures, j'ai entendu des pleurs doux de la chambre de Zoé et ai frappé doucement à sa porte. « Ma chérie, puis-je entrer ?» Après un moment, le verrou a cliqué et je suis entré pour la trouver recroquevillée sur son lit, serrant le lapin en peluche qu'elle avait longtemps revendiqué comme trop bébé mais jamais vraiment jeté. Je me suis assise à côté d'elle et ai caressé ses cheveux, attendant qu'elle parle. « Pourquoi grand-mère ne m'aime pas, maman ?» a-t-elle enfin demandé, la question perçant mon cœur. « Est-ce parce que je ne suis pas vraiment à vous ?»« Écoute-moi, » ai-je dit fermement, inclinant son menton pour rencontrer mes yeux. « Tu es vraiment à nous de toutes les façons qui comptent. La biologie ne fait pas une famille. L'amour le fait. Grand-mère a tort. Complètement tort. Son incapacité à voir ça dit tout sur elle et rien sur toi. » Zoé a hoché la tête, mais je pouvais dire que mes mots, bien qu'appréciés, ne pouvaient pas guérir complètement la blessure infligée par Éléonore. Nous avons parlé jusqu'à ce qu'elle s'endorme, épuisée de la journée émotionnelle. J'ai bordé la couverture autour d'elle et embrassé son front avant de quitter doucement la chambre. Le lendemain matin, Éléonore agissait comme si rien d'inhabituel ne s'était passé. Elle est descendue pour le petit déjeuner, s'est plainte que le café était trop fort et a demandé ce qui était plane pour la journée, comme si la fête de la veille avait été un succès complet. Jacques et moi avons échangé des regards par-dessus nos tasses, communiquant silencieusement qu'une confrontation était inévitable. « Maman », a commencé Jacques, posant son café. « Nous devons parler de ce que tu as dit à Zoé hier. » Éléonore a agité la main dismissivement. « Oh, est-elle encore upset de ça ?» Les enfants sont si sensibles de nos jours. À mon époque, nous apprenions à nous endurcir. « Tu as dit à ma fille qu'elle n'était pas partie de la famille, » a dit Jacques, sa voix basse mais intense. « Tu l'as délibérément exclue tout en couvrant de cadeaux chers ses cousins. Comment exactement devrait-elle s'endurcir sur ça ?» Éléonore a soupiré dramatiquement. « Je suis désolé si des sentiments ont été blessés. Ce n'était pas mon intention. Mais les faits sont les faits, Jacques. La fille est adoptée. Lucas et Ava sont mes parents de sang. Son nom est Zoé, ai-je interjecté, incapable de me contenir. Pas la fille, Zoé. Et elle est notre fille depuis qu'elle avait 3 jours. Éléonore a pincé les lèvres, mais n'a rien dit de plus, et la conversation s'est terminée en impasse quand Zoé est descendue, yeux gonflés de pleurs. Éléonore l'a à peine reconnue, s'occupant avec le journal tandis que Zoé mangeait silencieusement un petit bol de céréales. Plus tard ce jour-là, pendant que je faisais la lessive, j'ai trouvé un reçu dans la poche du pantalon d'Éléonore. C'était d'un magasin d'électronique montrant l'achat de 2 iPhone 16 Pro Max, totalisant plus de 2500 €. La date sur le reçu était de 2 semaines plus tôt, confirmant que c'était une décision préméditée, pas une impulsion de dernière minute. La découverte m'a frappé comme un coup à l'estomac. Éléonore avait prévu d'exclure Zoé tout du long, d'humilier publiquement mon enfant à son anniversaire. Encore plus disturbing était la réalisation qu'Éléonore avait clairement des économies substantielles, malgré prétendre à des difficultés financières comme raison pour emménager avec nous. 2500 € pour des téléphones n'était pas une petite dépense pour quelqu'un supposément luttant pour joindre les bouts. Combien d'autres mensonges nous avait-elle dit? Au cours des jours suivants, Zoé s'est retirée des activités familiales. Elle prenait les repas dans sa chambre, prétendant des besoins de devoir, et évitait le salon quand Éléonore était présente. Elle a arrêté de partager ses œuvres d'art et est devenue silencieuse au dîner lors des rares occasions où elle nous rejoignait à la table. L'enfant vibrante et créative qui remplissait notre maison d'histoires et de rires s'était retirée en elle-même. Mercredi, j'ai reçu un appel du conseiller scolaire de Zoé. « Madame Walker, je voulais vérifier sur Zoé. Elle a été inhabituellement calme en classe
Et son professeur de français a mentionné qu'elle ne rendait pas les devoirs, ce qui est très inhabituel pour elle. S'est-il passé quelque chose dont nous devrions être au courant? L'appel a confirmé ce que je savais déjà. Le dommage infligé par Éléonore allait au-delà des sentiments blessés. Ça affectait les études de Zoé, ses interactions sociales, son sens entier de soi. Ma colère, qui avait mijoté juste sous la surface, a commencé à bouillir. Ce soir-là, j'ai confronté Éléonore directement sur le reçu. Tu as dépensé plus de 2000 € en téléphone pour les jumeaux, mais ne pouvais rien prendre pour Zoé. Et tout ce temps, tu as prétendu pouvoir à peine payer tes médicaments. Le visage d'Éléonore s'est durci. Mon argent est mon affaire, Amélie. Je peux le dépenser comme je choisis, et je choisis de le dépenser sur mes vrais petits-enfants. Tout en vivant sans loyer dans notre maison, ai-je pointé, mangeant de la nourriture que nous achetons, utilisant les utilités que nous payons. Jacques m'a invité à vivre ici, a-t-elle contre-attaqué. Si tu as un problème avec cet arrangement, peut-être devrais-tu en discuter avec ton mari. Jacques, qui avait été de plus en plus silencieux tandis qu'il processait la vraie nature de sa mère, commençait à voir la situation plus clairement. Cette nuit-là, il a admis « Je pense que maman nous a manipulés », utilisant ses supposés problèmes financiers pour gagner de la sympathie tout en accumulant son argent pour les choses qu'elle veut vraiment dépenser, comme gâter les jumeaux. La tension dans notre ménage grandissait de jour en jour. Éléonore commençait à faire des commentaires pointus sur mon éducation, ma cuisine, même mon apparence. Pas étonnant que Zoé soit si sensible avec toi, la chouchoutant constamment, a-t-elle remarqué pendant le dîner. Ou peut-être si tu passais plus de temps à enseigner à Zoé les bonnes manières, au lieu d'encourager toutes ces bêtises artistiques, elle s'intégrerait mieux dans la société convenable. La goutte d'eau finale est venue une semaine après la fête. Zoé avait rejoint à contre-cœur pour le dîner, poussant la nourriture dans son assiette, tandis qu'Éléonore dominait la conversation avec des nouvelles sur la promotion récente de Thomas. Quand Zoé a poliment demandé à être excusée, Éléonore a ricané. « Fuyante encore. Tu es trop sensible, juste comme ta mère. Pas étonnant que tu luttes pour être acceptée. » Les yeux de Zoé se sont remplis de larmes tandis qu'elle fuyait la table. Jacques s'est levé immédiatement, serviette jetée. « Ça suffit, maman. Tu es allée trop loin. » Éléonore paraissait genuinely surprise de sa réaction. J'étais seulement en train de faire une observation. La fille a besoin de développer une peau plus épaisse si elle va survivre dans ce monde. Comme Jacques suivait Zoé à l'étage pour la consoler, je suis resté à la table, fixant ma belle-mère. Une clarté calme est descendue sur moi. Cette femme était toxique et elle empoisonnait notre maison, notre famille et, le plus important, le sens de valeur de mon enfant. Quelque chose devait changer. Et ça devait arriver immédiatement. Cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir. Je suis resté éveillé à côté de Jacques, mon esprit courant à travers options et scénarios. Vers 3 heures du matin, je suis sorti du lit et descendu à la cuisine, ouvrant mon ordinateur portable à la table. J'ai passé des heures à rechercher l'abus émotionnel, les limites familiales et l'impact des relations toxiques sur le développement des enfants. Tout ce que je lisais confirmait ce que mon cœur savait déjà. Permettre à Éléonore de continuer à miner le sens d'appartenance de Zoé causerait des dommages à long terme au bien-être émotionnel de ma fille. Quand Jacques est descendu à 6h30, il m'a trouvé encore à la table de la cuisine, plusieurs onglets de navigateur ouverts et des notes gribouillées sur un bloc légal. « Tu as été debout toute la nuit », a-t-il observé, concerne etch sur ses traits. « Jacques, nous devons parler de ta mère », ai-je dit directement. Cette situation n'est pas durable. L'impact sur Zoé est trop sévère. Il a hoché la tête lentement, se versant du café avant de me rejoindre à la table. Je sais. J'y ai pensé aussi, ce qu'elle a dit à la fête et puis encore hier soir. C'est inexcusable. C'est plus que ça, ai-je pointé. C'est un pattern de comportement qui s'est escaladé depuis des années. L'incident de la fête était juste l'exemple le plus public et flagrant. Si nous n'agissons pas maintenant, Zoé internalisera le message qu'elle est d'une manière ou d'une autre moins digne d'amour et d'appartenance,
parce qu'elle est adoptée. Jacques a fermé les yeux brièvement, douleur traversant son visage. Que suggères-tu que nous fassions? Ta mère doit quitter notre maison, ai-je dit fermement. Je sais qu'elle est ta mère et que c'est difficile, mais notre responsabilité primaire est envers notre fille. À mon soulagement, Jacques n'a pas argumenté. Tu as raison, a-t-il admis. J'ai été déchiré entre loyauté envers ma mère et protéger Zoé. Mais en voyant combien ça blesse notre fille, il n'y a vraiment pas de choix. Zoé doit venir en premier. Nous avons passé l'heure suivante à esquisser un plan. Jacques irait au travail comme d'habitude, ne voulant pas alerter Éléonore de la confrontation à venir. J'appellerais malade pour mon job freelance, expliquant à mon client qu'une urgence familiale était survenue. Après que Zoé parte pour l'école, j'aurai la conversation nécessaire avec Éléonore. Avant d'implémenter notre plan, j'ai appelé ma propre mère pour des conseils et soutien. Maman avait toujours été une voix de raison dans les situations difficiles, et aujourd'hui n'était pas une exception. « Tu fais la bonne chose, Amélie », m'a-t-elle assuré. Aucun enfant ne devrait se sentir indésirable dans sa propre maison, surtout par une grand-mère qui devrait être une source d'amour inconditionnel. Sois ferme, mais calme. C'est sur le bien-être de Zoé, pas sur punir Éléonore, bien que Dieu sait que la femme le mérite. Après avoir terminé l'appel, j'ai attendu jusqu'à ce qu'Éléonore parte pour son voyage hebdomadaire de course d'épicerie. La répit temporaire de sa présence m'a permis de rassembler mes pensées et me préparer mentalement pour la confrontation à venir. J'ai réfléchi à mes propres expériences d'enfance avec ma grand-mère maternelle, une femme critique qui m'avait fait me sentir constamment inadéquate. J'avais juré de ne jamais laisser Zoé vivre ce genre de manipulation émotionnelle. Pourtant, nous y étions, avec l'histoire se répétant dans ma propre maison. À 11h, Éléonore est revenue avec plusieurs sacs de courses. Je l'ai aidée à décharger les grosseries, faisant une conversation décontractée sur la météo et les nouvelles locales. Une fois tout rangé, j'ai suggéré que nous nous asseyions avec du café. « Il y a quelque chose d'important dont nous devons discuter », ai-je dit, gardant un ton neutre. Éléonore m'a suivi à la table de la cuisine, une expression de curiosité légère sur le visage. J'ai placé une tasse de café devant elle, exactement comme elle l'aimait, avec un sucre et une touche de crème. Je me suis assise en face d'elle, mains enroulées autour de ma propre tasse pour les empêcher de trembler. « Éléonore », ai-je commencé calmement, « je veux parler de ce qui s'est passé à la fête d'anniversaire et des commentaires que tu as faits à Zoé. » Elle a levé les yeux au ciel légèrement. « Sommes-nous encore là-dessus ? Je pensais que nous avions passé outre. » « Non, nous n'avons pas passé outre, » ai-je dit fermement. « Ce que tu as dit a profondément blessé Zoé. Lui dire qu'elle n'est pas partie de la famille parce qu'elle est adoptée était cruel et faux. » « J'ai simplement énoncé un fait, » a répondu Éléonore, sirotant son café. « La fille n'est pas biologiquement liée à moi. Lucas et Ava le sont. C'est une simple question de génétique. Zoé est notre fille de toutes les façons qui comptent, ai-je contre-attaqué. La famille est sur l'amour et l'engagement, pas juste l'ADN. Et même si tu tenais privé cette vue dépassée, l'annoncer publiquement à sa fête d'anniversaire, tout en donnant des cadeaux chers à ses cousins, était délibérément blessant. L'expression d'Éléonore s'est durcie. Les enfants aujourd'hui sont trop chouchoutés. À mon époque, nous apprenions à accepter la réalité sans tout ce soutien émotionnel. Ce n'est pas sur le chouchoutage, ai-je dit, ma voix encore contrôlée malgré ma colère montante. C'est sur le respect basique et la gentillesse que tu as constamment échoué à montrer à Zoé. Peut-être si tu l'avais élevée différemment, elle ne serait pas si sensible, a reniflé Éléonore. Bien que, je suppose, vu ses origines inconnues, certaines tendances sont à attendre. J'ai pris une profonde respiration, comptant silencieusement jusqu'à 5 avant de répondre. Que veux-tu dire exactement par ça ? Éléonore s'est penchée en avant, apparemment contente d'avoir provoqué une réaction. Soyons honnêtes, Amélie. Je n'ai jamais pensé que Jacques aurait dû t'épouser pour commencer. Tu viens d'un arrière-plan social complètement différent de notre famille.
Et puis, adopter un enfant d'origine inconnue au lieu de continuer à essayer pour un enfant biologique, eh bien, ce n'était pas ce que j'aurais conseillé. Le masque était enfin tombé complètement. Je l'ai fixé, momentanément sans voix face au préjudice nu dans ses mots. Origine inconnue. L'adoption de Zoé était pleinement documentée et légale. Nous connaissons l'histoire médicale et l'arrière-plan de sa mère biologique. Ses autres enfants ont une bonne lignée, a continué Éléonore, se réchauffant à son sujet maintenant qu'elle avait une audience. Bon stock des deux côtés. Thomas s'est marié de manière appropriée et leurs enfants reflètent ce bon jugement. C'était comme si un brouillard s'était levé, révélant l'étendue complète de la vision du monde classiste et préjudice d'Éléonore. Toutes les piques subtiles, les oublis coïncidentaux, les louanges prodigues pour les jumeaux contrastées avec les critiques pour Zoé faisaient soudain sens parfait. Ce n'était pas juste sur l'adoption, mais sur la perception d'Éléonore de la classe sociale et des connexions familiales appropriées. Ta petite fille est une personne gentille, créative, intelligente, ai-je dit, ma voix maintenant d'acier avec une colère contrôlée. Le fait que tu ne puisses pas voir sa valeur parce que tu es fixé sur une notion dépassée de lignée dit tout sur ton caractère et rien sur le sien. La bouche d'Éléonore s'est serrée en une ligne fine. Je vois que Jacques a échoué à t'enseigner le respect approprié pour tes aînés. Mais alors, vu ton arrière-plan, peut-être que c'est à attendre. Mon arrière-plan, ai-je répété. Tu veux dire, mon père étant pompier et ma mère infirmière? Les gens qui m'ont enseigné que le caractère compte plus que le statut social, qui m'ont élevé à juger les gens par leurs actions, pas leur pédigré. Précisément, a reniflé Éléonore. Parfaitement respectable, j'en suis sûr, mais à peine le genre de famille avec laquelle Jacques a été élevé à s'associer. Et maintenant tu élèves Zoé avec les mêmes valeurs communes. J'ai pris un moment pour me rassembler, reconnaissant qu'Éléonore essayait de provoquer une outburst émotionnelle qui lui permettrait de dismiss mes préoccupations. Éléonore, ai-je dit enfin, je vais te demander directement. Vas-tu t'excuser auprès de Zoé pour ce que tu as dit à la fête et t'engager à la traiter avec le même respect et affection que tu montres à Lucas et Ava? La réponse d'Éléonore était immédiate et impénitente. Je n'ai rien à m'excuser. La vérité peut être inconfortable, mais ça ne la rend pas moins vraie. La fille n'est pas ma parente de sang, et je ne suis sous aucune obligation de prétendre autrement. J'ai hoché la tête lentement, ayant reçu la réponse que j'attendais, mais espérais contre. J'ai pris une profonde respiration, me stylant pour ce qui venait ensuite. Dans ce cas, j'ai besoin que tu fasses tes valises et quittes notre maison. Tu as 24 heures. Les yeux d'Éléonore se sont élargis en choc genuine. Excuse-moi? Tu as 24 heures pour paquer tes affaires et trouver d'autres logements, ai-je répété, ma voix calme mais ferme. Ce n'est pas négociable. C'est aussi la maison de Jacques, a-t-elle bafouillé. Tu ne peux pas prendre cette décision seule. Jacques et moi en avons déjà discuté, l'ai-je informé. Il est d'accord que ta présence est nuisible pour Zoé et que tu dois partir. C'est absurde. Où suis-je supposé aller avec un si court préavis? Tu as des options, ai-je dit. Thomas a une chambre d'amis, ou tu pourrais utiliser une partie de cet argent que tu as dépensé sur des iPhones pour prendre un hôtel jusqu'à ce que tu trouves un appartement. Le choix est tien, mais de toute façon, tu ne vivras plus ici après demain matin. Le visage d'Éléonore a rougi de colère. Tu ne peux pas me jeter dehors. Je suis une femme âgée. Tu es une femme de 67 ans, en excellente santé, qui a profité de notre hospitalité tout en accumulant secrètement de l'argent et abusant émotionnellement notre fille. L'ai-je corrigé? Et oui, je peux absolument te demander de quitter ma maison dans ces circonstances. Éléonore s'est levée abruptement. Jacques va entendre ça, a-t-elle menacé, atteignant son téléphone. Oui, il le fera, ai-je accepté calmement. En fait, il attend ton appel. Éléonore a immédiatement appelé Jacques à l'école, sa voix portant à travers la cuisine, tandis qu'elle donnait sa version des événements. Ta femme a perdu la tête, menaçant de me jeter à la rue. Après tout ce que j'ai fait pour cette famille.
J'ai continué à siroter calmement mon café, me préparant mentalement pour la phase suivante de la confrontation. 20 minutes plus tard, Jacques est entré par la porte d'entrée, ayant quitté l'école tôt pour adresser la situation. Éléonore s'est précipitée vers lui, soulagement évident sur son visage. « Dieu merci, tu es là », a-t-elle dit. Amélie a fait des demandes et menaces ridicules. Elle semble penser qu'elle peut m'expulser de ta maison avec juste 24 heures de préavis. Jacques a regardé de sa mère à moi, son expression sérieuse. « Asseyons-nous tous et parlons-en », a-t-il suggéré, nous menant au salon. Une fois assis, il s'est tourné vers Éléonore. « Maman, Amélie m'a parlé de votre conversation. Est-ce vrai que tu as dit que Zoé n'est pas vraiment famille parce qu'elle est adoptée ? » « J'ai simplement énoncé l'évident, » a défendu Éléonore. « La fille n'est pas ma petite fille biologique. Je ne peux pas être attendu à ressentir la même connexion avec elle qu'avec Lucas et Ava. Et as-tu aussi dit qu'Amélie vient du mauvais arrière-plan social et que Zoé a des origines inconnues et manque de bonne lignée ?» a continué Jacques, sa voix durcissant. Éléonore a hésité, réalisant peut-être comment ses mots sonnaient quand répétés. J'ai peut-être exprimé des préoccupations sur le maintien de certains standards familiaux, a-t-elle edgé. Toute grand-mère veut le meilleur pour sa lignée familiale. Jacques a secoué la tête lentement. Le meilleur pour notre famille serait d'avoir une grand-mère qui aime tous ses petits-enfants également et ne classe pas leurs valeurs basées sur la biologie ou le statut social perçu. Les yeux d'Éléonore se sont remplis de larmes stratégiques. Vous prenez tout hors contexte, a-t-elle geint. Je suis une vieille femme qui parle parfois trop directement. Sûrement vous ne jetteriez pas votre propre mère dehors pour un malentendu. Ce n'est pas un malentendu, a dit Jacques fermement. C'est un pattern de comportement qui blesse Zoé depuis des années. Comme son père, c'est mon job de la protéger, même si ça signifie prendre des décisions difficiles sur les relations familiales. Voyant que sa manipulation ne marchait pas sur Jacques, Éléonore a changé de tactique et appelé Thomas, se présentant comme la victime d'une belle-fille déraisonnable. Dans l'heure, Thomas et Héloïse étaient arrivés pour médier la situation, et notre salon est devenu le cadre d'un sommet familial tendu. « Laissez-moi comprendre, » a dit Thomas après avoir entendu les deux côtés. « Vous jetez maman dehors parce qu'elle a acheté des téléphones pour mes enfants, mais pas pour Zoé. »« Non, » ai-je clarifié. Nous demandons à Éléonore de partir parce qu'elle a humilié publiquement Zoé en annonçant qu'elle n'est pas vraiment famille parce qu'elle est adoptée, et a continué à faire des commentaires blessants qui minent le sens d'appartenance et de valeur de Zoé. Thomas paraissait mal à l'aise, jetant un regard à sa mère. « Maman, as-tu vraiment dit ça ? J'ai peut-être mal exprimé, » a admis Éléonore, tamponnant ses yeux avec un tissu. Mais je n'ai jamais voulu blesser quiconque. Vous savez combien j'aime tous mes petits-enfants. En fait, c'est le problème, a interjecté Jacques. Tu n'aimes pas tous tes petits-enfants. Tu favorises constamment Lucas et Ava, tout en traitant Zoé comme une réflexion après coup au mieux et une intruse au pire. Héloïse, qui avait été silencieuse jusqu'alors, a soudain parlé. Éléonore, je l'ai remarqué aussi, a-t-elle dit doucement. La façon dont tu parles des enfants est très différente. Tu loues tout ce que font Lucas et Ava, mais tu reconnais rarement les accomplissements de Zoé. Thomas paraissait surpris de l'intervention de sa femme, mais Éléonore était indignée. Donc maintenant tout le monde se ligue contre moi. Après tout ce que j'ai fait pour cette famille, qu'as-tu exactement fait, maman ? A demandé Jacques. Tu as vécu sans loyer dans notre maison pendant 2 ans, contribué minimalement aux dépenses du ménage, prétendant des difficultés financières, tout en ayant apparemment assez d'économies pour dépenser des milliers sur des cadeaux pour les jumeaux. La conversation a continué en cercle, avec Éléonore alternant entre justifications défensives et appels larmoyants à la loyauté familiale. Thomas a initialement essayé de défendre sa mère, mais a graduellement compris la gravité de la situation, alors que plus de détails émergeaient. « Je ne savais rien de tout ça », a-t-il admis. « Les choses que maman dit quand nous ne sommes pas là, ce n'est pas OK. » Après presque 2 heures de discussion, Thomas a offert un compromis. Maman peut rester avec nous temporairement pendant qu'elle cherche son propre endroit,
a-t-il suggéré. Notre chambre d'amis est disponible, et ça donnerait à tout le monde de l'espace pour se calmer. Éléonore s'est accrochée à cette option immédiatement. Oui, ce serait le mieux. Je peux rester avec Thomas et Héloïse jusqu'à ce que ça se calme et qu'Amélie revienne à ses sens. Ce n'est pas sur revenir à mes sens, ai-je déclaré fermement. C'est une limite permanente. Éléonore est bienvenue pour visiter notre maison à l'avenir si elle démontre un changement genuin et offre des excuses sincères à Zoé, mais elle ne vivra plus avec nous. Éléonore a ricané. Bien, je m'excuserai si c'est ce qu'il faut pour rester. Non, a dit Jacques, surprenant tout le monde avec sa fermeté. Des excuses forcées sous contrainte sont meaningless. Ce n'est pas sur dire les bons mots pour obtenir ce que tu veux. C'est sur reconnaître genuinely que ton comportement a été nuisible et faire de vrais changements. En fin d'après-midi, des arrangements pratiques étaient discutés. Thomas aiderait Éléonore à packer et déménager ses affaires le lendemain. Éléonore resterait avec Thomas et Héloïse pendant qu'elle cherchait une situation de vie indépendante. Jacques a clarifié que le soutien financier de nous serait minimal à l'avenir, donner l'apparente capacité d'Éléonore à faire des achats significatifs seule. Comme Thomas, Héloïse et Éléonore se préparaient à partir, Zoé est rentrée de l'école, s'arrêtant court dans l'entrée à la vue du rassemblement familial. La confusion a traversé son visage, suivie de fatigue, tandis qu'elle remarquait les joues tachées de larmes d'Éléonore. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle demandé, regardant vers Jacques et moi pour explication. Je lui ai fait signe de nous rejoindre au salon et Jacques et moi avons expliqué la situation en privé, tandis que Thomas occupait Éléonore et Héloïse dans la cuisine. « Grand-mère va déménager », lui a dit Jacques doucement. « Elle va rester avec oncle Thomas et tante Héloïse pour un moment. »« À cause de ce qui s'est passé à la fête ?» a demandé Zoé, sa voix petite. « À cause de moi ?»« Non, ma chérie, » ai-je dit fermement. « Pas à cause de toi, à cause des choix et comportements de grand-mère. Les adultes sont responsables de leurs propres actions et des conséquences qui suivent. » Zoé a processé cette information silencieusement, émotion jouant sur son visage. Est-elle en colère contre moi? Grand-mère est upset de la situation, a expliqué Jacques soigneusement. Mais rien de tout ça n'est ta faute. Nous voulons que notre maison soit un endroit où tout le monde se sent aimé et respecté, et malheureusement, grand-mère ne t'a pas traité avec le respect que tu mérites. Plus tard, ce soir-là, comme Éléonore faisait un show de packer des items essentiels pour sa nuit chez Thomas, faisant autant de bruit que possible et soupirant dramatiquement, j'ai décidé d'emmener Zoé dehors un moment. Allons faire des achats pour ces fournitures d'art que tu voulais, ai-je suggéré, voulant la protéger de l'affichage théâtral de victimisation d'Éléonore. Au magasin de fournitures d'art, j'ai laissé Zoé choisir ce qu'elle voulait, des crayons de couleur professionnelle au papier à croquis de haute qualité. Comme nous nous asseyions dans un glacier afterward, j'ai pris l'opportunité de renforcer des vérités importantes. « Tu sais que la famille n'est pas sur le sang, n'est-ce pas ?» ai-je dit, la regardant arranger méthodiquement ses toppings de glace. « C'est sur l'amour et l'engagement et se montrer l'un pour l'autre chaque jour. » Zoé a hoché la tête lentement. « Je sais. Ça fait juste mal que grand-mère ne le voit pas comme ça. Certaines personnes, surtout des générations plus âgées, ont des idées très rigides sur ce qui fait une famille, ai-je expliqué. Mais ces idées sont dépassées et, franchement, fausses. Tu es notre fille de toutes les façons qui comptent, et rien que quiconque dit ne peut changer ça. » Zoé était silencieuse un moment, remuant sa glace pensivement. « Penses-tu que grand-mère changera jamais d'avis sur moi ?» J'ai considéré ma réponse soigneusement, voulant être honnête sans écraser son espoir entièrement. « Je ne sais pas, ma chérie. Les gens peuvent changer s'ils le veulent, mais ils doivent reconnaître qu'il y a un problème d'abord. Ce que je sais, c'est que nous n'allons pas laisser quiconque te faire sentir moins valorisé ou moins aimé, même si cette personne est de la famille. » Comme nous rentrions à la maison, Zoé semblait plus légère, comme si un fardeau avait été levé. Le processus de guérison ne faisait que commencer, mais ce premier pas, retirer la source de blessures continues de nos vies quotidiennes, semblait déjà avoir un effet positif. Le lendemain matin,
La tension planait dans l'air tandis qu'Éléonore se préparait pour son départ final. Thomas est arrivé à 9 heures pour aider avec ses affaires restantes, apportant son SUV pour transporter ses nombreuses boîtes et valises. Jacques avait pris la journée libre pour superviser le processus et fournir un soutien moral à Zoé, qui restait subdued mais paraissait plus relaxée qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Le petit déjeuner était une affaire guindée, avec Éléonore picorant sa nourriture et faisant des commentaires pointus sur être jetée dehors et abandonnée en vieil âge. Jacques restait ferme, mais respectueux, refusant d'engager avec ses tentatives de déclencher la culpabilité. Zoé a mangé vite et s'est excusée pour se préparer pour l'école, voulant clairement éviter un au revoir difficile. Avant de partir, Zoé s'est approchée hésitante de sa grand-mère dans le couloir. Malgré tout, elle essayait d'être la plus grande personne, un geste qui m'a rempli de fierté. « Au revoir, grand-mère », a-t-elle dit doucement. « J'espère que tu seras confortable chez oncle Thomas. » La réponse d'Éléonore était froide, ses lèvres pressées en une ligne fine. « Au revoir, Zoé », a-t-elle dit, sans terme d'affection, sans étreinte, sans signe de remords. Même dans ce moment final, elle ne pouvait pas se résoudre à montrer de la chaleur à l'enfant qu'elle avait blessé si profondément. Les épaules de Zoé se sont affaissées légèrement, mais elle a levé le menton et est sortie par la porte pour attraper son bus, dignité intacte. Jacques a eu une conversation finale avec sa mère dans la privacy de la chambre d'amis, qui avait été sa maison pendant 2 ans. Je n'ai pas overheard leur échange, mais quand il est émergé, ses yeux étaient rougis, mais sa posture résolue. « Elle ne comprend toujours pas vraiment », m'a-t-il dit doucement. « Elle se voit comme la victime dans tout ça. » Mais j'ai clarifié que notre priorité doit être Zoé et que toute relation future dépend de sa capacité à respecter notre fille. À 11 heures, Thomas a fermé le coffre de son SUV sur les dernières possessions d'Éléonore. Il y a eu des poignées de main gênantes et des étreintes raides, des promesses de parler bientôt que tout le monde savait difficiles à remplir, au moins initialement. Et puis Éléonore était sur le siège passager, visage fixé en une expression de souffrance martyre, et Thomas conduisait, la voiture disparaissant au coin de notre rue. Jacques, debout à côté de moi sur la terrasse, a laissé échapper un long souffle. « Je n'ai jamais imaginé que ça en arriverait là », a-t-il admis, avoir à choisir entre ma mère et ma fille. J'ai serré sa main. « Tu n'as pas choisi entre elles. Ta mère a forcé ce choix par ses propres actions. Tu as simplement protégé Zoé, ce qu'un bon père devrait faire. » Comme nous rentrions à l'intérieur, la maison semblait différente immédiatement. C'était comme si une lourdeur avait été levée, un nuage invisible de tension dissipé maintenant que sa source avait parti. J'ai réalisé combien d'énergie nous avions tous expendé à naviguer autour des humeurs et préjudices d'Éléonore, combien nous étions devenus prudents dans notre propre maison pour éviter de déclencher sa désapprobation. Ce soir-là, nous avons eu notre premier dîner juste à 3 en 2 ans. Personne n'a commenté la chaise vide, mais la conversation coulait plus facilement. Les rires sont revenus à notre table et Zoé a volontairement partagé des informations sur sa journée sans être promptée. Un petit mais significatif changement. Après le dîner, Jacques s'est assis avec Zoé sur le canapé, son bras autour de ses épaules. « Je te dois des excuses », a-t-il dit sérieusement. « J'aurais dû reconnaître ce qui se passait plus tôt. J'aurais dû te protéger mieux. » Zoé s'est appuyée contre lui. « C'est ok, papa. Grand-mère est ta maman, c'est compliqué. » « Être compliqué n'excuse pas de blesser quelqu'un que tu aimes, » a répondu Jacques. « Je veux que tu saches que tu es la personne la plus importante au monde pour ta maman et moi. Nous t'avons choisi. Nous te voulions. Et rien, absolument rien, ne te rend moins notre fille que si tu avais grandi dans le ventre de ta maman. Ce week-end, nous avons fait un point d'honneur à faire quelque chose de spécial ensemble en famille. Nous avons conduit jusqu'à la côte, passé la journée à construire des châteaux de sable et ramasser des coquillages et dîner dans un petit restaurant de fruits de mer surplombant l'océan. Ce n'était rien d'extravagant, mais c'était un investissement délibéré dans la reconnexion et la reconstruction du sens de sécurité et d'appartenance
qui avait été endommagée. Au cours des semaines suivantes, nous avons appris qu'Éléonore avait emménagé dans la chambre d'amis de Thomas et Héloïse, une situation qui causait déjà de la tension. Thomas appelait Jacques occasionnellement, parfois pour se plaindre du comportement difficile de leur mère, parfois pour rapporter de petites améliorations dans son attitude. Héloïse avait apparemment eu plusieurs conversations franches avec Éléonore sur son traitement de Zoé, que Éléonore recevait avec des degrés variés de défensivité. Pour notre part, nous maintenions un contact limité avec des limites claires. Jacques parlait à sa mère au téléphone une fois par semaine, gardant les conversations brèves et évitant les sujets controversés. Zoé n'était pas demandée à participer à ces appels, bien que la porte soit laissée ouverte pour elle si elle voulait jamais. Je parlais à Éléonore seulement quand absolument nécessaire, maintenant des relations civiles mais distantes. Nous avons commencé des sessions de thérapie familiale pour aider à processer l'expérience, particulièrement pour Zoé, notre thérapeute, docteur. Martin nous a aidés à comprendre les dynamiques qui avaient permis à la situation de se développer et fourni des outils pour la guérison. Ce qui s'est passé était une forme d'abus émotionnel, a-t-elle expliqué dans une session. Il est important de le nommer comme tel, pas pour démoniser Éléonore, mais pour valider l'expérience de Zoé et s'assurer qu'elle est adressée correctement. La récupération de Zoé était graduelle mais steady. Le conseiller scolaire a rapporté une amélioration dans son engagement en classe et avec les pairs. Elle a commencé à partager ses œuvres d'art à nouveau, sa créativité coulant plus librement maintenant qu'elle ne se préparait pas constamment à la critique ou au dismissal. De petits signes de sa confiance retournante apparaissaient: parler plus au dîner, inviter des amis, suggérer des activités familiales. Environ un mois après le départ d'Éléonore, nous avons repeint la chambre de Zoé, la transformant du jaune pâle de son enfance en un turquoise cool qui reflétait son esthétique adolescente émergente. C'était un nouveau départ symbolique, une réclamation d'espace, à la fois physique et émotionnel. 6 mois plus tard, le professeur d'art de Zoé a sélectionné sa peinture pour l'exposition étudiante à l'échelle du district. La pièce, une aquarelle frappante dépeignant une jeune fille debout à un carrefour avec des chemins s'étendant vers différents horizons, montrait une compétence technique et une profondeur émotionnelle remarquables pour une ado de 13 ans. La déclaration de l'artiste l'accompagnant lisait « Parfois nous devons choisir quel chemin prendre dans la vie. Les choix les plus durs mènent souvent aux destinations les plus belles. » Éléonore n'a pas assisté à l'exposition, bien que Thomas, Héloïse et les jumeaux l'aient de fait, faisant un effort pour soutenir Zoé d'une manière qu'ils n'avaient pas avant. Peut-être que voir le comportement de leur grand-mère sous un nouveau jour avait shifté quelque chose dans leur compréhension aussi. Les jumeaux étaient surpris engagés, posant des questions à Zoé sur ses techniques et inspirations. De petits pas vers un différent genre de relation de cousins, une non définie par l'influence d'Éléonore. Comme je regardais Zoé expliquer confiante son œuvre d'art aux attendis, son visage animé de passion pour sa création, j'ai réfléchi au voyage difficile que nous avions navigué. La douleur avait été réelle, les confrontations inconfortables, les liens familiaux tendus. Mais en protégeant Zoé, en tenant ferme contre le minage subtil et pas si subtil de sa valeur, nous avions finalement créé de l'espace pour qu'elle s'épanouisse. « Je connais ma valeur maintenant », m'a dit Zoé un soir, tandis que nous regardions son carnet de croquis ensemble. « Je sais que la famille est sur qui t'aime, pas dont l'ADN tu partages. » La sagesse dans sa jeune voix a apporté des larmes à mes yeux. À travers toute la blessure, elle avait émergé avec un sens de soi plus fort et une compréhension plus profonde de ce qui compte vraiment dans les relations. Le rejet d'Éléonore, douloureux qu'il était, avait finalement mené à de puissantes leçons sur se défendre et reconnaître le comportement toxique, même quand il vient de la famille. Notre histoire n'a pas une fin nette de conte de fées. Éléonore n'a pas eu un changement de cœur dramatique ou soudain reconnu l'erreur de ses voix. Les réunions familiales restent compliquées, les relations sont encore reconstruites et redéfinies. Mais notre maison est maintenant un sanctuaire à nouveau, un endroit d'acceptation et d'amour, où Zoé peut grandir en elle-même sans chercher constamment l'approbation de quelqu'un incapable de la donner librement.
Le voyage nous a tous enseigné que protéger nos enfants signifie parfois faire des choix douloureux, poser des limites difficiles et affronter la désapprobation des autres. Il nous a enseigné que la famille est définie par l'amour et l'engagement, pas par la biologie ou les attentes sociales. Le plus important, il a enseigné à Zoé qu'elle est digne de respect et d'appartenance exactement comme elle est. Avez-vous déjà dû vous opposer à un membre de la famille pour protéger quelqu'un que vous aimez? J'aimerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a touché, veuillez aimer et vous abonner pour entendre plus sur naviguer des dynamiques familiales complexes et se lever pour ce qui est juste. Merci d'avoir écouté. Et rappelez-vous que parfois, la famille que nous choisissons est plus importante que la famille dans laquelle nous sommes nés.